le grand écran. Pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour l'émission du mercredi, les sorties de la semaine. Bonsoir Mastar, j'espère que tu as passé une bonne journée. Pour une fois, il a fait bon aujourd'hui. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il a fait bon. Enfin. Bon, ça va peut-être pas durer. Désolé, hein, je suis arrivé un peu. J'ai croisé plein de monde en rentrant du boulot. Donc, du coup, j'ai discuté avec tout le monde. Et du coup, bah, voilà. Je suis arrivé vraiment juste par rapport au début de l'émission. Alors, est-ce que vous avez vu qu'on a quand même pas mal de... Bonsoir Michel, comment vas-tu? On a eu pas mal de décès dernièrement. Il y a Trent Williams qui est mort dans un accident de moto. Pour vous mettre sa bouille, voilà, qui a tourné quand même chez pas mal de monde. Sergio Leone, Sidney Lumet, Danny Boyle. Voilà, il a eu un... Qu'est-ce qui... ça fait drôle quand on le voit jeune comme ça. Et donc voilà, là, il a eu un accident de moto, malheureusement, mortel. On a aussi le dessinateur. Bon, là, c'est une mort naturelle. John Romita Senior, l'un des créateurs de Wolverine, donc des dessinateurs, il avait conçu le Punisher, le Caïd, Mary Jane, il avait 93 ans. Donc voilà, il vient de nous quitter. Et donc on voit ouais, ces dessins, bon, ça se voit que c'est des dessins qui sont d'époque, quoi. Maintenant, c'est vrai que les comics ont perdu, je trouve, ce côté un peu, pas artisanal, mais enfin, je trouvais limite que ça avait plus de vie à l'époque avec les colorisations, bah voilà, les colorisations à la main, avec les petits traits pour faire les ombres et tout, comme ça, je trouve que c'était quand même limite plus vivant que ce qui est fait maintenant. Et on a Cormac McCarthy qui est décédé aussi. Pas mal depuis le début de la semaine, là. Et lui, c'était un scénariste et il a scénarisé, entre autres, La Route et No Country for Old Men, pour les plus connus. Il avait scénarisé aussi Le Grand Passage, De Si Jolis Chevaux, Des Villes dans la Plaine. Voilà, donc il nous a malheureusement quittés. Il y a une info aussi que j'ai notée comme ça aujourd'hui, là, parce que c'est vrai que la ville de Paris accueille beaucoup, beaucoup, beaucoup de tournages. Et la ville de Paris a dit qu'ils allaient durcir les conditions de tournage dans la ville. Alors, pas forcément que pour faciliter la vie des riverains, parce que bon, ça fait quand même de la publicité pour la ville. Et c'est ce que c'est ce qu'elle recherche quand ils accueillent des tournages. Euh, mais c'est surtout, ils vont sélectionner des films qui essayent d'avoir des démarches écologiques. Alors bon, c'est balancé comme ça. Après, à savoir comment ils vont réussir à mettre ça en place, bon, on verra bien. Voilà, ils évoquent entre autres les groupes électrogènes utilisés devront être non polluants. Bon, ouais, les véhicules techniques, limiter les véhicules techniques, voilà, bon. C'est. Alors, limiter les véhicules techniques, mais cela ne concerne ni les films d'époque, ni les films de cascade. Bon. Alors, c'est sûr que John Wick qui a été tourné à Paris, vu les cascades, il y avait plus que 5 véhicules techniques. Mais du coup, c'est une limitation. Est-ce que c'en est vraiment une? Bon, je sais pas trop. Et avant d'attaquer les films de la semaine, aujourd'hui, on a eu
la première bande-annonce du prochain film Pixar, donc il y a Élémentaire là, qui sort dans pas longtemps, mais le suivant qui est annoncé, je sais pas quand, à vrai dire. Est-ce qu'on a une date? 28 février 2024 pour les salles françaises. Et je vous propose de la regarder parce que je l'ai trouvé vraiment très jolie. Donc il faut que je fasse ça. Hop. On For centuries, we have called out to the universe, looking for answers. In 2024, the universe calls back. Bring us your leader. Hi, can you hear me? Honey, now is a really bad time. Okay. Bye. I love you. I love you. I love you. Love you. This is new. No. 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 Thank you! Whoa. Please state the name of your homeworld. Earth? Welcome, leader of Earth. We are the United Advanced Species of the universe. I think there's been a mistake. You're not the leader of all Earth? Sorry for the mix-up. Commence memory wipe. Oh, wait! I am the leader of Earth. Why is your voice different? I've always talked like this since I was a kid, which I'm obviously not anymore. But yes, I run the planet. The trial of Earth can proceed. Uh-oh. Until then, as you say on Earth, okay, bye. I love you. Okay. Bye. I love you. You're the talk of the communiverse. If Mom could see me now. I know what you mean. I ate my mother at birth. But in moments of great success, I regret it. That's a thing for your species? No, just a me thing. Everyone was shocked. Voilà donc, le micro est très bien placé. Pour cette petite bande-annonce, ça donne envie en tout cas. Moi, je suis vraiment curieux. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore fait ni la VF, ni les sous-titres, mais enfin bon, on comprend en gros l'histoire de ce petit garçon qui va être pris par les extraterrestres pour représenter la Terre, or use the leader of the Earth. Voilà. Donc ça a l'air d'être mignon dans la lignée de ce que c'est faire. Ça y est, je perds mes mots. Pixar. Voilà, c'est tout. Ça a l'air d'être tout à fait dans leur lignée. Allez, on attaque les films de la semaine. Alors, il n'y en a pas forcément beaucoup qui sortent cette semaine. On a une dizaine de films, contrairement à d'autres semaines où on n'a pas loin de 20 films. Mais bon, c'est bien, comme ça on peut prendre notre temps. On a pu faire quelques petites news. Et donc, on commence les sorties de cette semaine du 14 juin avec la grosse sortie. C'est bien sûr The Flash. Dont on regarde la bande-annonce, on en discutera après. J'ai perdu mes parents. Cette souffrance a fait de moi ce que je suis. J'ai consacré ma vie à essayer de redresser les torts du passé. Comme si combattre le crime allait ressusciter mes parents. Toi, tu as réussi. J'ai du mal à imaginer ce que t'as enduré. Je t'aime, petit sage. T'as perdu ta mère et ton père le même jour. Barry! Appelle les secours! Vite!
J'ai remonté le temps pour sauver mes parents. Et au final, j'ai complètement détruit l'univers. Si tu es retourné changer le passé, ce monde doit mourir. Tu as changé le futur. Tu sais ce que représente ce symbole? Il représente l'espoir. Je t'aiderai à combattre Zod. Tu veux jouer les dingues? On va jouer les dingues. Je dois défaire ce que j'ai fait. Ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. On n'est pas censé revenir en arrière pour les guérir. Ne laisse pas ce drame définir ta vie. Quoi qu'on fasse, jamais on pourra rattraper ça. Non! Personne doit mourir! Vous êtes équipés de parachutes. Et il est où le tien? Voilà pour cette bande-annonce de The Flash avec le retour de Michael Keaton quand même au en Batman. C'est quand même, il y a une certaine émotion. Il avait fait d'ailleurs une petite vidéo quand il lui avait montré son costume de Batman qu'il allait avoir pour le film. Et il avait versé une petite larme. Il y avait une vidéo qui avait tourné sur Internet parce que c'est vrai que ça a été le premier Batman. Et d'ailleurs, chose assez marrante, ils ont poussé les clins d'œil assez loin, puisque la position qu'il a sur l'affiche, qu'on le voit un peu tête baissée comme ça, de limite de 3/4, c'est la même position qu'il avait sur l'affiche de l'époque. Voilà. Donc, un petit peu curieux quand même de découvrir ce film. Il n'y a pas beaucoup de gros films, vous le savez, si vous venez régulièrement sur les émissions. Les gros films comme ça, généralement, je ne suis pas forcément client ou curieux, mais là, j'avoue que toutes ces petites choses, ça donne un peu envie. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Aux origines, présenté en 1940 comme étant le plus vif que la rapidité de la pensée, dans Flash Comics numéro 1, le super-héros Flash est né de l'imagination de l'auteur Gardner Fox et du dessinateur Harry Lamper. Le film Flash est un projet de très longue date. En 2004, déjà, on annonçait David S. Goyer à la réalisation du film consacré aux super-héros. C'est ensuite les noms de Seth Graham, qui a réalisé Orgueil et Préjugés et Zombies, Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, ou encore Rick Famuyiwa, qui a réalisé Dope, qui étaient respectivement attachés au long métrage. En 2016, c'est finalement le réalisateur de ça, Andy Muschietti, qui a décroché le poste en 2019. Ouais, donc ça fait quand même un moment que... 20 ans, hein, 2004, 20 ans quasiment, quelque chose près. Entre-temps, il y a eu des séries qui n'étaient pas extraordinaires, mais... interprète de Flash dans la série éponyme, l'acteur Grant Gustin n'est jamais apparu dans les films d'ici. Zack Snyder, réalisateur de Batman 5, Superman, l'Aube de la Justice et Justice League, dans lesquels sont apparus Flash, a expliqué ne pas avoir voulu caster Gustin pour le rôle car le ton de la série et celui des films étaient trop différents. Ce qui n'est pas faux, je pense. Par ailleurs, la notion de multivers permet d'avoir deux acteurs différents pour jouer le même super-héros, les deux univers évoluant en parallèle mais sans se croiser. Et c'est le film de chez DC qui a coûté le plus cher, puisque doté d'un budget de 220 millions de dollars, hors coût marketing. Et d'habitude, les coûts marketing sont inclus dans les budgets du film. The Flash a coûté plus cher que Wonder Woman 1984, qui a déjà coûté 200 millions,
Black Adam 190 millions, puis 260 suite au reshoot, et se présente comme l'un des projets les plus onéreux de DC Studios. Un montant colossal que l'on doit notamment aux nombreux effets spéciaux, mais également au décor, en particulier la Batcave. Le Covid-19 qui a retardé la production et la sortie du film a également pesé sur le budget. Ça, c'est sûr que ça a eu un coup sur tous les tournages, puisqu'il a fallu mettre en place des protocoles pour vérifier que tout le monde était bien était négatif au Covid et tout. Donc c'est vrai que ça a dû peser quand même sur les films. Inspiration. Le film s'appuie sur 2 œuvres fondatrices appartenant à la mythologie de la BD. Flash of Two Worlds de 1961, dans lequel un Barry Allen se rend compte qu'en faisant vibrer ses molécules à une certaine fréquence, il est transporté dans une autre version de la Terre où il rencontre Jay Garrick. Donc les deux sont des Flash. Et Flashpoint de 2011, une série de 5 numéros dans lequel Barry Allen se réveille et s'aperçoit que son monde a changé, que lui seul connaît la différence entre le monde réel et le monde modifié. C'est original. Michael Keaton reprend le rôle de Batman 30 ans après avoir endossé le costume du super-héros devant la caméra de Tim Burton pour Batman le défi. André Muschietti revient sur la collaboration avec le comédien. Michael est le type le plus cool au monde. Il est très intrigué à l'idée d'endosser de nouveau le rôle de Batman. J'étais très enthousiaste et je craignais qu'on cherche à exploiter un filon qu'il n'aurait jamais exploité. Mais au bout du compte, on s'est rendu compte qu'on était tous sur la même longueur d'onde, mais la grande question était celle de savoir à quoi ressemblait Bruce Wayne 25 ans après. Bah, en même temps, j'ai envie de dire, il ressemble à Michael Keaton. Parce que ça fait plus de 25 ans, Batman. 92... Ah oui, ça fait plus de 25 ans, oui, c'est vrai. C'est le sujet qu'on a abordé en premier avec Michael, et on a aussi évoqué le fait que le personnage vit en ermite. Je crois que si Michael a été séduit par le projet, c'est qu'on n'avait jamais vu une telle représentation de Batman. C'était un incroyable défi qu'il a merveilleusement relevé. The Flash devait contenir des caméos de Superman et de Wonder Woman, incarnés par Henry Cavill et Gal Gadot. En décembre 2022, plusieurs articles rapportent que ces scènes ont été coupées, bien qu'elles aient été tournées. Il s'agirait là d'une autre étape vers la fin de l'ancien univers étendu de DC pour faire place au nouvel univers créé par les co-BDG des studios DC, James Gunn et Peter Safran. Oui, ça va, déjà, on a fait le caméo avec le jeune qui se transforme, là, Shazam. Ça suffit, les caméos. Après avoir agressé un fan en 2020, Ezra Miller a régulièrement fait la une de la presse à scandale depuis 2022. Arrêté à 2 reprises à Hawaï pour trouble à l'ordre public et harcèlement puis agression, le comédien a été accusé de détournement de mineurs et inculpé de cambriolage. Ah bah! Il déclare « J'ai récemment traversé une période de crise intense, j'ai compris désormais que je souffrais de graves problèmes mentaux et que je devais me soigner. J'ai donc commencé un traitement », a expliqué le comédien à Variety en août 2022. Un comportement qui a mis en péril la sortie de The Flash, certains se demandant si Warner allait remplacer le comédien ou tout bonnement annuler la sortie du film. Alors, annuler la sortie du film, je pense pas qu'ils pouvaient se permettre de le faire, parce qu'ils ont déjà annulé Supergirl, qui leur avait coûté un sacré paquet de fric, parce qu'ils ont jugé que le film était vraiment pas bon. Et donc... Mais par contre, ce qu'ils disent pas là dans l'article, c'est que la Warner a failli changer d'acteur. Et quand même, bon, vu que l'acteur était bon et que tout le monde s'entendait à dire qu'il incarnait bien le Flash, ils lui ont mis le marché en main de dire mec, tu te calmes, on te paye le traitement. Et si tu suis le traitement comme il faut, bah on te garde pour le film. Il y a eu quand même aussi de la pression de la part du studio auprès de l'acteur pour qu'il fasse ce suivi. Tom Cruise, fan numéro 1, selon The Hollywood Reporter. Tom Cruise aurait voulu voir The Flash suite à une réunion avec David Zaslav, président de Warner Bros. Discovery. Ce dernier lui aurait chanté les louanges du long métrage au point que le comédien aurait demandé à voir The Flash pour se faire son propre avis.
Ainsi, un employé du studio Warner aurait ramené une copie chez l'acteur à Beverly Hills et serait reparti avec pour empêcher toute fuite. D'après des sources citées par THR, The Hollywood Report, Tom Cruise aurait vraiment adoré le film, allant même jusqu'à appeler Andy Muschietti dans la foulée pour le féliciter. C'est tout ce qu'on attend d'une œuvre, aurait confié un Tom Cruise dithyrambique. Pour l'acteur, c'est le genre de film dont on a besoin en ce moment. Une affaire de famille. The Flash est produit par Barbara Muschietti, sœur du réalisateur Andy Muschietti. Elle est aussi la productrice de ses précédents films, Mama, Ça chapitre 2. Je travaille avec mon frère parce que je l'admire, j'ai consacré ma vie professionnelle à notre collaboration parce que j'ai totalement foi en lui, dans sa vision d'artiste et dans son intégrité d'être humain. Sur ce projet, je n'ai pas été surprise car j'ai toujours su qu'il serait à la hauteur. Je suis très fier que mon petit frère ait mis en scène un film de cette envergure sans jamais renoncer à sa vision. Autrement dit, réaliser un grand film de super-héros et d'aventure qui s'appuie sur un enjeu émotionnel très fort, l'amour entre une mère et son fils. L'amour entre une mère et son fils, point. Le tournage s'est déroulé sur 25 semaines et a nécessité plus de 50 décors. 25 semaines, c'est très très long. Maintenant, c'est vrai qu'ils essayent de faire des tournages assez courts et faire après de la post-production de plus en plus. Plus de 50 décors construits sur 6 plateaux et un gigantesque décor extérieur dans les studios de Warner de Leavesden en Angleterre, ainsi que d'autres lieux de tournage. Parmi toutes les Batmobiles originales du film de Burton, c'est la meilleure qui a été transportée de Los Angeles à Leavesden et le plus délicat en réalité consistait à installer la voiture sur le plateau. La Batmobile de 2 tonnes. Ah oui. Ils avaient mis du lourd. Elle a été acheminée dans un camion, puis chargée dans un véhicule spécialisé dans le fret aérien, spécialement aménagé, transporté par voie aérienne avant d'être déposé au sol pour ensuite rouler tranquillement jusque sur le plateau. C'est drôle qu'ils aient repris exactement. Je croyais que c'était celle qu'avait utilisée Burton dans son film. Je pensais qu'ils en avaient refait une comme ça, qui rappelait celle de Burton. Mais pousser le truc jusqu'à à reprendre celle qu'avait utilisée Tim Burton dans son film, c'est beau. Allez, deuxième film de cette semaine du 14 juin. Sexygénaire. Tiens, c'est marrant, elle est coupée l'affiche, comment ça se fait qu'elle est coupée? Avec Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Alors la banque, comment ça s'est passé? À nos âges, on prête plus. Alors tu vas les payer comment les travaux? Ah Michel! Quoi la brasserie? Je me disais que je pourrais vendre mes parts. Tu me dis ça il y a 2 mois. Je t'ai dit oui tout de suite. J'ai payé les dettes et l'avocat du divorce. J'avais des parts dans ton mariage, moi? Tu peux pas comprendre, toi, la tienne, elle t'a tout laissé. Elle est morte, Denis. Moi, j'ai pas eu cette chance, moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es mannequin, alors? Ah ben non, je suis acteur. Tiens-toi droit, on voit un petit peu ton bide. Vous savez, les sexygénaires, c'est très tendance. Vieux et sexy, c'est ça l'avenir, mon pote. Ouais, c'est peut-être pas le tien, hein? Et c'est payé combien, ton truc? 5000. Quel pro, Michel, c'est magnifique. Tenez. Ben non, on avait dit en cash. Non mais Denis, 8000 en cash, ça s'est jamais vu. Ah ouais, 3000 de com. Ah, 10%. Le gros pourcent, alors, hein? Quoi? Tu dormais? Je suis pas seul, Denis. Oh, t'as tout compris, faut coucher pour réussir. Mais tu fais le mannequin maintenant? Le cintre, je dirais plutôt. Tu me donnes quel âge? Tu vas pas t'y mettre toi aussi? T'attends quoi? De tout perdre et de mettre tout le monde à la rue, c'est ça que tu veux? On était à ça d'arriver. Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu nous mets? Tu t'es regardé, Denis? Ah ouais. Parce que tu crois que ta gueule, elle vaut plus que la mienne? T'es pas bon en chiffres, t'es pas bon en expression. T'es bon en quoi, exactement? En amitié? C'est ton pote, lui? Lui, hein? Non, je le connais pas. Il me colle depuis tout à l'heure. Voilà, film léger, ça fait du bien en ce moment. Des petites comédies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film?
Naissance du projet. La première version du scénario a été développée par Elise Larnicole, qui est une amie de Robin Sykes et qui jouait déjà dans La Finale, le précédent film du cinéaste. Ce dernier se rappelle, il y avait des thématiques qui me touchaient par rapport à mes parents, à des amis à cet âge dont je me rapproche. Sexygénaire est une comédie sur toutes les questions que l'on se pose à l'horizon de la retraite. S'arrêter de travailler, continuer, perdre nos liens sociaux, aimer encore mais différemment. Notre rapport à la vieillesse est chamboulé depuis une quinzaine d'années et les réflexions que ça suscite sont cruellement d'actualité. Je voulais aussi refaire un film avec Thierry Lhermitte et tourner avec Patrick Timsit. Avec Antoine Rimbaud, on a repris le scénario de départ en accentuant l'émotion des personnages, en cherchant le mélange des tons, comme dans La Finale. On a aussi voulu retrouver l'univers des comédies sociales des années 80, celle de Michel Blanc en particulier. Hop là. Robin Sykes a fait appel à Jean-François Alain, qui a écrit certains spectacles de Patrick Timsit et pas mal de films dans lesquels il a joué comme paparazzi. Le réalisateur confie, il connaît son phrasé, c'était du sur-mesure pour Patrick. Haroun a également contribué au dialogue, il est versé comme Antoine et moi par le même genre de comédie. C'est alors parfum qu'on a voulu retrouver. Nos deux personnages portent d'ailleurs les mêmes prénoms que le duo de Marche à l'ombre. Ah ouais, donc il y a pas mal de clins d'œil au passé des deux acteurs. Être un seigneur aujourd'hui est le point de départ des deux films de Robin Sykes, La Finale et Sexygénaire. La vieillesse me questionne autant que l'adolescence. Excusez-moi, j'ai mes fenêtres qui ont claqué. Si ça se remet à vanter comme ça, je vais peut-être fermer un peu. La vieillesse me questionne autant que l'adolescence. La Finale était guidée par le regard qu'un adolescent porte sur son grand-père. Il y a de ça dans Sexygénaire. Michel ne veut décevoir ni son fils ni sa petite-fille. Denis est vu par sa fille comme un éternel adolescent. Les seigneurs me touchent. Le cinéma a souvent traité de la vieillesse de manière dramatique, notamment à travers la fin de vie. Ce n'est pas mon choix. Mannequinat Senior. Sexygénaire comporte une particularité. C'est la première fois que le milieu du mannequinat senior est montré dans un film. Le réalisateur précise, cet univers m'a interpellé après avoir découvert que la maquilleuse de Thierry Lhermitte était devenue mannequin senior. Elle a commencé cette nouvelle carrière et ne travaille plus comme maquilleuse que par amitié pour Thierry. Elle a un compte Instagram suivi par des milliers de personnes. Elle voyage tout le temps, de New York à Moscou en passant par l'Afrique du Nord, pour des shootings et des défilés. J'étais sidéré, il y a un marché des seniors très lucratif, avec des femmes de plus de 60 ans habillées, hyper colorées avec des coupes incroyables, et des hommes à la barbe rutilante. Près de 30 ans après Un Indien dans la ville, 1994 déjà. Leur premier film ensemble, Robin Sykes a voulu reformer le duo Thierry Lhermitte-Patrick Timsit. Le réalisateur explique: je voulais les retrouver à l'écran, nourrir le film de leur complicité. Michel et Denis, je les ai écrits en tenant compte de leur évolution à tous les deux, de leur parcours d'acteurs, d'hommes publics et de personnes. Le film confronte ce que Michel et Denis étaient à 25 ans à ce qu'ils sont devenus. Le fait qu'ils soient des sexygénaires est un prétexte pour raconter une histoire d'amitié sur 40 ans. Celle qui unit dans la vie Patrick et Thierry a nourri chaque scène. Personnellement, je crois à l'existence d'un lien indéfectible qui survit au temps à des valeurs communes qui ne se dégradent pas. Robin Sykes a déjà fait tourner Thierry Lhermitte dans La Finale. En revanche, il dirige pour la première fois Patrick Timsit. J'ai attendu 1 an et demi qu'il soit disponible. J'avais 2 bonnes raisons. Patrick est l'un des rares acteurs à dégager cette candeur, ce côté à la fois exaspérant et attachant. Et c'est vrai. Et il fallait que la complicité entre Michel et Denis soit la plus authentique possible. Je voulais ressusciter le Timsit qui m'avait fait rire dans mon enfance. Ce personnage qu'il avait abandonné ces 15 dernières années, excepté sur scène, au profit de rôles plus éclectiques. Patrick est un instinctif, différemment de Thierry. Il n'a pas besoin de bosser en amont, hormis quelques lectures du scénario, c'est dans l'instant qu'il s'implique. Il adore improviser, suggérer, et ça, ce n'était pas toujours simple de rire, ou d'avoir envie de faire rire avec le Covid en embuscade. Ouais, mais des gens comme ça, ils sont toujours bons vivants. Le sujet du film touche Patrick autant que Thierry. Lorsque Denis découvre que sa fille est enceinte, il a cette réplique « Grand-père, je peux pas ». Et c'est comme un cri de révolte, à l'inverse de Michel qui est en voie d'accepter son âge. Denis est dans le déni total, se souvient le metteur en scène.
Voilà donc pour cette comédie sexygénaire. Bon, la bande-annonce quand même donne envie, on va pas se mentir. On sent quand même l'humour qu'il y a derrière. Alors on reste sur une comédie. Comment ils l'ont classée? Comédie dramatique? Romance, comédie dramatique, voilà, pour ce film, Le processus de la paix, avec en rôle principaux Damien Bonnard et Camille Chamou. On regarde la bande-annonce tout de suite. On s'était dit qu'on passerait toute notre vie ensemble, quoi qu'il arrive. Je te demande juste d'habiller le petit, 5 secondes. Parle d'une organisation, hein. Ouvre-nous la porte, T'as oublié le biberon. C'est plus possible qu'on se parle comme ça. Charte universelle des droits du couple. Waouh. Les insultes sont interdites. On ne mord pas son conjoint. On ne ment pas. Alors là, j'ai trop besoin de la règle numéro 2. C'est moi que tu dois embrasser. Ce que je te propose, c'est qu'on se dise vraiment ce qui nous crispe. Et on se dit tout. Ça te va ou pas? Tu veux commencer? Ok, donc j'y vais. Voilà, bande-annonce très courte, mais qui pose l'ambiance quand même, je trouve. Alors, le film Genèse, le processus de paix est né de la question suivante. Comment on fait quand on s'aime et qu'on ne se supporte plus? C'est lors d'un rendez-vous entre Ilan Clipper et Camille Chamou, qui avaient déjà travaillé ensemble dans Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et Funambule, que le projet a vu le jour. Le réalisateur se souvient. Elle me confie son envie d'écrire un scénario qui s'appellerait La paix. Elle voulait partir de cette idée que dans un monde déjà assez dur où tu aspires à un peu de calme en rentrant chez toi, la guerre continue à la maison avec celui ou celle qui partage ta vie. On était tous les deux en couple à se poser les mêmes questions, on en a discuté toute la soirée, puis on a commencé à se revoir régulièrement pour en parler, et on s'est lancé dans l'écriture. Bonjour Dextram, comment vas-tu? La charte utilisée par le couple est inspirée d'une expérience qu'avait faite Camille Chamou avec son compagnon, à qui elle avait fixé 15 jours sans la moindre engueulade sous peine de se séparer. Et cette charte a vraiment pris forme lors d'une rencontre avec un ami de l'actrice qui avait fait appel à Coparents, un site de rencontre pour devenir parents. Ah ouais, ok. Il met en relation des personnes qui souhaitent procréer sans être en couple ni vivre ensemble et établit la charte qui fixe, avant même la naissance de l'enfant, les règles entre les deux parents. Ça existe des sites comme ça? C'est quand même curieux. Ça a tout de suite fait tilt en nous. On a d'ailleurs repris tel quel dans le film le moment où il nous a expliqué que la plupart des gens qui font des enfants portés par leur histoire d'amour ne réfléchissent pas en amont à comment ils vont les élever. Bon, ça, de toute façon, même quand tu réfléchis, je pense que t'es pas prêt. Et quand l'enfant arrive, les problèmes s'accumulent car on se rend soudain concrètement compte que les deux visions sont différentes. Vous connaissiez ça, un site comme ça, Coparents, un site de rencontre pour devenir parents, il met en relation des parents qui souhaitent procréer sans être en couple ni vivre ensemble. Et établit une charte qui fixe, avant même la naissance de l'enfant, les règles entre les deux parents. C'est une drôle d'idée quand même. J'étais loin d'imaginer que ça pouvait exister, un machin pareil. Le processus de paix traite des problèmes de couple par le biais de la comédie plutôt que par celui du drame. Ilan Clipper, qui a longtemps écrit des drames, a eu un déclic lorsqu'il a commencé à écrire un projet de comédie avec Vincent Dietchi. S'il n'a pas abouti, il lui a donné envie de continuer à écrire dans ce registre. Écrire des comédies pour prendre du plaisir et rendre la vie encore plus joyeuse, pas pour écrire des blagues, mais des situations et des personnages qui nous font dédramatiser, nous font sourire de nos problèmes existentiels. Avec Camille, l'alliance était donc parfaite, et l'idée de la comédie s'est d'autant plus spontanément imposée pour le processus de paix que je n'avais aucune envie de filmer des embrouilles de couple au premier degré sans humour. Ça aurait été trop plombant. Si vous voulez un très bon film sur les embrouilles de couple, allez voir L'amour et les forêts, mec qui fait de la pub en même temps. Qui est sorti la semaine dernière de tête, avec Melville Poupeau et Virginie Fira, qui est très beau sur le sujet. Et puis même au-delà des embrouilles de couple, c'est la manière de... Voilà, vous avez compris. D'isoler une personne pour en faire ce qu'on veut.
Écriture à quatre mains. L'actrice du film Camille Chamou a co-écrit le film avec Ilan Clipper. L'écriture s'est nourrie de leurs histoires respectives et de leurs échanges, comme le révèle Chamou. On a beaucoup procédé par interviews mutuelles, des interviews en longueur pour bien décrypter la manière dont se cristallise une engueulade entre deux personnes en couple. Car rien ne vaut mieux que le réel et ce travail de quasi-archiviste. On part toujours de situations réelles, ce qui va permettre de rester le plus juste possible. Tous les personnages existent, toutes les scènes ont été vécues et on écrit vraiment tout ensemble. Les personnages, les situations comme les dialogues. Pour moi, il est de toute façon impossible d'écrire une comédie seule. Il faut en permanence tester des choses. Voilà donc pour ce film. Film suivant, Carmen de Benjamin Millepied, l'ancien directeur, scénariste du ballet français, qui a longtemps eu l'envie de faire du cinéma, et là il se lance, il nous livre une adaptation de Carmen, moderne et filmographique. On regarde la bande-annonce. Estos hombres no fueron los primeros y no serán los últimos. Distintas caras, pero son siempre el mismo hombre. Un hombre. Anhela nuestras lágrimas. De su corazón sale arena, no sangre. Quiere probar la vida de nuevo. No podrá. No lo hará. On sent quand même l'influence du ballet, de l'opéra. Et ce que je vous propose pour commencer à parler du film, c'est de regarder son interview à France Inter. On regarde ça tout de suite. France Inter, le 7-9-30. Il est 7h49, Léa Salamé, votre invité ce matin est danseur, chorégraphe et réalisateur. Et bonjour Benjamin Millepied. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et welcome back to France. Merci. Mais parce que vous vous êtes réinstallé en France. Absolument. Ça vous manquait? Après Oui. 30 ans aux États-Unis quasiment. Oui, absolument. J'avais un vrai désir de revenir à la maison, de retrouver cet enrichissement culturel, de revenir pour mes enfants et voilà. Eh bien, bon retour. Vous célébrez en tout cas votre grand retour avec, après votre court passage, on rappelle quand même que vous avez été directeur de la danse à l'Opéra de Paris, avec plusieurs projets artistiques, dont votre premier film comme réalisateur, Carmen, un film étonnant, un premier film étonnant, intense, à la beauté brute, sauvage. Votre adaptation réécrite et modernisée du légendaire opéra de Bizet. Benjamin Millepied, vous êtes célèbre comme danseur étoile, comme directeur de compagnie. Comment vous vous sentez avant la sortie de votre premier film comme réalisateur? Est-ce que vous angoissez plus que de présenter un nouveau spectacle? Finalement, j'ai quand même l'expérience, la chance d'avoir présenté des ballets pendant plus de 20 ans, de savoir ce que c'est que d'avoir des ballets qui sont réussis, qui ont des mauvaises critiques, des ballets peut-être qui sont moins bien, qui ont des bonnes critiques. Donc, je suis un peu, on va dire, un peu à l'abri de ce genre d'angoisse, mais malgré tout, bien sûr, les enjeux sont tellement importants. Et puis, surtout, j'ai envie d'en faire un autre, et puis peut-être, un troisième film. Et c'est vrai que, bien sûr, le succès commercial est important. Ouais. Pourquoi vous avez choisi l'opéra de Carmen? Vous dites que Carmen a bercé, a marqué votre enfance. Oui, je pense qu'il y a des œuvres comme ça qui marquent, et Carmen a fait partie de mon enfance, avec le premier film de Francesco Rossi, Placido Domingo et Julia Miguenes, et puis celui de Carlos Saura. Donc effectivement, c'est un opéra dont j'aimais la musique et puis qui est resté avec moi. Et je me souviens quand je dansais West Side Story à New York,
West Side Story de Jerome Robbins, je rêvais déjà de cette idée de cinéma et je voulais m'appuyer sur une tragédie classique. Et Carmen résonnait en moi à l'époque. Tragédie classique, mais très modernisée. Votre Carmen est une jeune Mexicaine dont la mère vient d'être assassinée et qui tente de traverser la frontière. Elle est aidée par un ex-marine américain traumatisé par la guerre. Ils vont s'enfuir tous les deux vers Los Angeles. C'est une histoire d'amour brûlante, charnelle entre eux. Pourquoi avoir choisi une migrante et un soldat américain souffrant manifestement de stress post-traumatique, comme on en parle beaucoup aujourd'hui, pour incarner cette vision moderne de Carmen? Vous avez voulu en faire quelque chose d'un peu politique? Oui, de toute façon, j'ai habité d'abord à New York pendant 16 ans et puis Los Angeles pendant 10 ans. Je pense que c'était important de transposer cette histoire à un endroit avec lequel j'ai une histoire personnelle. Et puis aussi, il y a une grande communauté Roma, Gypsy, qui a émigré au Mexique au début du XXe siècle, très intéressante. Donc il y avait un lien qui était une authenticité, une vraie raison d'amener Carmen au Mexique. Mais bon, voilà, j'ai un amour pour le cinéma d'Amérique de l'Ouest, ces paysages. Et puis quand on vit à Los Angeles, on est confronté à ces sujets d'immigration chaque jour. Et vous vouliez en parler? Et je voulais en parler, absolument. Oui. Votre Carmen est une jeune fille farouche, forte, intrépide, libre. C'est un peu votre vision de l'idéal féminin? En fait, quand j'ai commencé à réfléchir à Carmen, j'ai dîné avec Peter Sellers, le metteur en scène d'opéra. C'est le metteur en scène qui habite à Los Angeles. Et quand je lui ai dit que je voulais transposer Carmen au cinéma, il s'est presque énervé. Il m'a dit, mais si tu fais Carmen, il faut vraiment le réinventer. C'est une histoire ridicule, écrite par des hommes qui connaissaient rien aux femmes. Et c'était un peu même violent. Et c'est vrai que c'était super parce que en fait, j'ai tout de suite approché l'histoire, je l'ai analysée d'une autre manière. Et c'est vrai que c'est cette Carmen c'est vraiment une fantaisie d'homme dans l'opéra. Et c'est une femme qui supposait être libre, mais qui finalement n'est pas capable d'aimer ni d'être aimée, et puis qu'on tue pour sa liberté. C'est une femme dont on a peur. Et donc j'ai décidé finalement de la rendre humaine et de m'intéresser à ce qu'il y avait de plus intéressant, c'est ce feu, cette magie, ce charisme qu'elle a, et au contraire lui offrir une histoire d'amour qui puisse la transformer. Voilà. Vous avez choisi les acteurs qui montent aujourd'hui, les acteurs stars. Pour Carmen, c'est la star mexicaine de la série Scream, Melissa Barrera, qui est une énorme star chez les jeunes. Et puis alors surtout, vous avez choisi Paul Mescal. Paul Mescal, c'est sans doute l'acteur le plus fabuleux du moment. Vous avez réussi à le choper avant qu'il explose, parce que ça va être le prochain Gladiator. C'est celui qu'on avait vu dans la série Normal People, dans After Sun. C'est un acteur vraiment incroyable. Il y a aussi Rossi de Palma. Vous recherchez avant tout des acteurs charismatiques, magnétiques, très sensuels, puisque tout passe par là chez vous. C'est un film sur le corps, sur le mouvement, sur la chair, quoi. Ouais, après, c'est vraiment très instinctif. Mélissa, je voulais absolument une actrice mexicaine. On a fait un énorme casting. J'en ai vu des centaines. Il y avait une justesse. Tout d'abord, elle a une voix incroyable. Elle sait danser. Elle est forte dans le film. Puis on a eu une relation. Créativement, c'était vraiment super. Et Paul. Voilà, je voulais absolument un homme qui soit pas juste un beau mec, un peu mignon. Il fallait qu'il puisse vraiment être un vrai soldat. Et puis, j'avais pas besoin qu'il soit danseur. Je voulais pas que ce soldat, d'un seul coup, se mette à danser de manière lyrique, improbable, superficielle. Et Paul est quelqu'un qui a une approche très physique de son métier d'acteur. Et puis, qui est capable de dire tellement de choses avec très peu de mots. Et voilà, donc vraiment d'une grande sensibilité. Et j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance avec tout le monde. Parce que c'est vrai que même Rossi est extraordinaire dans le film. Ouais, elle est extraordinaire. Absolument. Vous avez raison, mais c'est vraiment l'intensité de vos acteurs. En fait, on est scotché par eux, par leur côté physique, par leur côté magnétique. C'est aussi le mouvement, évidemment la danse, les corps, comment ils bougent, comment ils se touchent, comment ils s'aiment, comment ils dansent. La danse qui guérit cette fille. La boxe va guérir. Ce sont deux âmes qui sont blessées. La boxe guérit l'homme, le jeune Marine. Et la danse, vous le dites vous-même, elle vous a guéri à vous, Benjamin Millepied. Vous dites dans votre enfance, quand vous avez compris que vous alliez pouvoir exprimer vos émotions par la danse, alors que vous aviez une enfance compliquée, vous dites, ça a été l'exutoire thérapeutique. Oui, c'est passé par la musique aussi, c'est-à-dire que la musique était aussi un endroit d'abord. Je pense que c'est ça qui m'a attiré vers la danse, vers le mouvement. J'ai vraiment dansé parce que la musique était quelque chose qui me
qui me faisait aussi beaucoup de bien. Et c'est vrai que même à travers toute, enfin voilà, c'est un endroit pour exprimer les émotions, c'est un endroit libérateur, c'est un endroit où j'ai pu vraiment m'exprimer et éprouver beaucoup de plaisir. Vous Absolument. avez 2 autres projets artistiques que je veux mentionner, ce matin, en France. D'abord Paris Dance Project, un nouveau campus chorégraphique à Meudon, assorti d'une ambition d'éducation artistique et de mixité sociale. C'est quoi ça? Bah, en fait, c'est simplement avec ce retour à Paris, c'est réfléchir, un petit peu à l'endroit où on peut amener de l'énergie par la danse et je pense que voilà, j'ai cette expérience, d'un projet éducatif à Los Angeles où on travaille avec des quartiers enfin des enfants des quartiers défavorisés depuis des années où justement, on travaille avec une fondation qui offre des cours de danse chaque semaine, à ces enfants. On prépare un spectacle chaque année avec eux et on voit à quel point le mouvement, la danse est une vraie, thérapie aussi, un endroit enfin une fenêtre de liberté pour eux, qui leur donne énormément de plaisir dans des vies qui sont compliquées. Donc par cette expérience, je me suis dit: «Voilà, ça c'est quelque chose que je veux absolument apporter, à Paris». J'ai commencé à travailler avec l'établissement Saint-Philippe, des apprentis d'Auteuil, où je développe une pédagogie singulière, pour eux, qui est aussi voilà une forme de libération des corps et encore une fois d'apporter une confiance à ces jeunes. Vous dites: «Mon enfance en Afrique et mon parcours américain m'ont rendu très hostile à cette idée de classicisme et de perfection assimilée à l'homogénéité du groupe. Tous pareils, tous alignés, tous blancs». Eh bien non. C'est ça que Ben, la c'est danse finalement oui, et c'est est-ce que c'est pas un peu le problème de la France? On doit rester dans sa catégorie, quoi. ah mais ça fait revenir sur les Non, c'est pas soucis que tellement j'ai. c'est pas tellement Non. j'allais pas sur l'Opéra de Paris, Ouais, j'allais sur ouais. la société française en général. Bah, c'est bon après, franchement je sais pas si c'est enfin après voilà moi ce que j'ai découvert en revenant en France, c'est vrai que à ce moment-là à l'opéra, c'était cette idée que, Bon, là, on sort un peu du sujet, on va arrêter l'interview ici. J'avais prévu de l'arrêter plus tôt. Je suis en train de penser à d'autres choses. Du coup, voilà. Est-ce que... Ouais, alors, le film a été tourné en Australie et pas du tout... Pas du tout aux États-Unis. Voilà. C'est le petit truc qu'on pouvait rajouter. Si, sur le directeur de la photo, Georg Widmer a filmé presque toutes les scènes à 360 degrés, notamment le plan séquence de 7 minutes avec Rossi de Palma. Il se rappelle, Rossi a une idée par minute. Son énergie sur le tournage était phénoménale lorsqu'on ouvre une porte et que le vent, comme lorsqu'on ouvre une porte et que le vent s'y engouffre. Widmer a filmé sans contrainte en tournant autour des danseurs. On les voit sous tous les angles, ce qui était un challenge en matière d'éclairage car les acteurs, les danseurs dans ce cas, doivent être toujours à leur avantage. D'un autre côté, il fallait aussi éviter les ombres en tournant autour d'eux avec la caméra. Et sur la préparation, en 2021, Melissa Barrera et Paul Mescal sont arrivés en Australie pour plusieurs semaines de répétitions intensives. Les deux acteurs sont des chanteurs expérimentés, mais ils n'ont jamais dansé professionnellement. Benjamin Millepied a choisi la Sydney Dance Company, une compagnie australienne de danse contemporaine, à la réputation internationale pour préparer ses comédiens. La préparation et le tournage ont été durs. Paul et Melissa devaient danser, chanter, jouer d'un instrument et interpréter leur rôle en même temps. C'est sûr, ça fait beaucoup quand même. Hein. Le réalisateur étant un grand chorégraphe, ce n'est pas comme s'il n'avait que quelques pas de danse à maîtriser. Ils ont dû se mettre au niveau des danseurs de la Sydney Dance Company, qui sont acclamés dans le monde entier. Ils ont eu 3 à 4 heures de répétition par jour pendant des semaines. C'était comme de l'athlétisme de haut niveau. Ils ont réussi. Et l'acteur Paul Mescal a dû apprendre à boxer. Voilà. Voilà. Retour affiche. Alors, film suivant, film d'une réalisatrice qu'on ne présente limite plus. Claire Denis qui nous présente Stars at Noon, qui a été Grand Prix, pas au dernier festival de Cannes, mais à celui d'avant. Je vous propose de regarder la bande-annonce. C'était pas ça qu'il fallait faire, c'était ça. Where are you from? I'm an American journalist. I'm going home tomorrow. And what about you? I'm here alone. We have 45 minutes till the bar closes. Long enough to get swacked.
meet again. Again and again. I'm on a charitable cause, you could say. Please don't go into detail. Who's that friend of yours? What I do interests him. This man's not a con. Yes, he is, and he's waiting for you outside of the hotel right now. Central America as a whole is kind of like a gambler's paradise. You know, everybody's giving the odds a shake, whichever game they feel like playing. Your British friend interests me. How long have you known him? How do you know he is who he says he is? I love you. I could just snap my fingers and envelope of $20,000 in your lap like that. Did you know the Department of Defense is after you? A lot of people are involved. I'm caught. He's left. He has checked out. Wait! What brought you here? I wanted to know the exact dimensions of hell. Non, 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 non. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Naissance du projet. Claire Denis a découvert Denis Johnson et notamment son roman Stars at Noon vers la fin des années 2000. En 2013, elle a pu joindre l'écrivain au téléphone. Ce dernier lui a alors proposé une rencontre à La Haye, où il venait assister à une semaine de concerts. Timides tous les deux, je n'osais pas vraiment lui parler de mon envie d'adapter son livre. En tout cas, il m'a fait comprendre qu'il ne voudrait en aucun cas participer à un éventuel scénario. Il avait connu trop d'épreuves malheureuses auparavant. Stars at Noon, c'est son histoire quand, jeune homme, il est parti au Nicaragua pour couvrir la guerre civile. Il voulait devenir journaliste, tous ses articles ont été refusés. Et je crois qu'il a vécu l'enfer là-bas, sans argent, sans espoir. De retour aux États-Unis, il a décidé d'écrire ce roman en s'appuyant sur ses notes et ses articles, restés lettres mortes. Je ne suis pas sûr qu'il avait une grande confiance dans les adaptations, mais l'adaptation de Jésus lui avait plu, et moi je ne lui ai pas déplu. J'ai appris la mort de Denis quand je tournais High Life à Cologne, et je me suis dit, je le tente. À l'origine, c'est Robert Pattinson qui devait camper le personnage de Daniel, mais il n'a pas pu se libérer en raison du tournage de The Batman, qui avait déjà été décalé en raison de la pandémie. L'acteur avait déjà joué pour Claire Denis dans High Life, Taron Egerton a ensuite été pressenti, mais lui aussi a dû refuser la proposition. Écrit en 1986, le roman de Denis Johnson est situé au Nicaragua en 1984, en pleine révolution sandiniste. Toutefois, Claire Denis n'a pas voulu faire un film d'époque. La réalisatrice précise, le film se passe plus ou moins dans le Nicaragua d'aujourd'hui. Quand nous avons commencé le tournage, le Nicaragua était devenu inaccessible à cause des élections qui ont eu lieu en novembre 2021 et qui ont créé un grand désordre social. Le film s'ouvre sur le plan d'un immense arbre rouge constellé d'ampoules et à côté, un arbre similaire fracassé et brûlé. Ces arbres érigés par la présidente sont le symbole de Managa, la capitale du Nicaragua. Apparemment, ils ont coûté une fortune qui évidemment n'a pas profité aux habitants. Ils sont venus le symbole de leur colère. Le Panama nous a permis de représenter des lieux qui, au fond, peuvent évoquer le Nicaragua. Les scènes à caractère sexuel sont très présentes dans le film, ce qui n'était pas le cas dans le livre. Claire Denis espérait que ces séquences ne soient pas triviales, mais qu'elles soient filmées franchement. Elle confie, Éric Gauthier a choisi des objectifs scope antiques, qu'ils étaient très lourds et encombrants, et en fait ils nous ont permis de filmer Margaret et Joe de si près, avec tant de confiance réciproque, j'ai envie de dire avec amour. Claire Denis avait vu Margaret Qualley dans le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Elle y jouait... Ah oui, c'est vrai, j'étais en train de me dire, mais vous savez que je l'ai vu.
Elle y jouait la jeune hippie qui cherche à séduire Brad Pitt dans sa voiture. La réalisatrice l'a contactée, la comédienne a tout de suite accepté. Puis la pandémie est arrivée et Margaret a attendu pratiquement 3 ans. Claire Denis se rappelle, elle n'a jamais perdu confiance quand elle sentait que c'était moi qui perdais pied. Elle m'appelait de Vancouver où elle tournait Maid pour me remonter le moral. Je pensais que The Englishman serait interprété par Robert Pattinson, mais justement à cause de la pandémie, il était mobilisé par le tournage et la promotion de Batman pendant 2 bonnes années. J'ai fait la connaissance de Joe Alwyn par Zoom. J'étais déjà au Panama et nous étions à la veille du tournage. Je l'avais admiré en soldat dans Un jour dans la vie de Billy Lynn de Ang Lee. Tout s'est passé très vite, nous parlions par Zoom. Un vendredi, lui à Londres, moi à Panama. Et sans hésiter, ni lui ni moi, on a éprouvé l'envie de travailler ensemble. Le lundi suivant, il est arrivé à Panama. Avec Margaret et Joe, tout était simple. Leur talent, leur implication, leur compréhension des personnages et surtout leur complémentarité. Elle, comme une résurrection de Paulette Goddard dans les temps modernes de Chaplin. Lui, si blond, si tendre, si doux avec sa peau blanche comme un nuage qui flotte à la surface de son corps. Elle a toujours une manière de parler de ses acteurs, moi, qui me fait un peu rire. Grâce à l'équipe technique sur place, en majorité panaméenne, qui s'est naturellement agrégée à l'équipe française, tous les problèmes donnaient des solutions, comme s'en souvient Claire Denis. Il pleut? Eh bien, il n'y a qu'à tourner la pluie. Le décor n'est pas celui qu'on espérait, pas grave, on va en trouver un autre, une équipe de compagnons. Claire Denis a voulu engager Benny Sadfi, réalisateur et acteur, avec son frère, généralement, quand il réalise, du remarqué Good Time pour jouer l'homme de la CIA. La cinéaste confie « C'était mon rêve et il a réussi à se libérer pour venir passer quelques jours au Panama. Il a apporté au personnage de l'agent de la CIA une intelligence désarmante. Danny Ramirez, je l'ai rencontré dans un rendez-vous de casting classique à Los Angeles juste avant la pandémie et nous sommes restés en contact heureusement. Au Panama, choisir des acteurs professionnels ou non professionnels, c'est fait pendant la préparation avec l'aide d'une directrice de casting qui a remué ciel et terre. Je ne suis pas prête d'oublier ma rencontre avec Nick Romano qui n'a pas cru pendant longtemps que c'était lui que je voulais et personne d'autre. Voilà donc Claire Denis qui nous parlait de Stars at Noon. On change d'ambiance, on change de continent avec Love Life, très joli film sur les relations conjugales quand un incident dramatique vient perturber tout ça. On regarde la bande-annonce. 大沢妙子さんは大沢二郎さんがお父さんということでよろしいですか？ケイタは前の夫との子供です。山崎さんの話聞いたことない。特別な人？別に恨んでるとかないんです。でも奥さんの顔見たらもう憎くて仕方ないんです。父親、ケイタの。あなた勝手すぎるよ。妙子がどれだけあなたを探したか知りもしないで。好きな人が好きな人を探すのをずっと手伝ってきたんだよ。次ママの番。でも次は本当の孫も抱かせてね。地震です。詳しいです。担当はしないの。知らないところで会われるよりはいい。いつからだろうね、僕らが目を見て話さなくなったのは。こっち見て。あ、待って、間違えた。またしていい？いいよ。C'est marrant parce que l'élément déclencheur n'est pas du tout évoqué dans la bande-annonce.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film qui a été sélectionné au Festival de Venise 2022? Mélodrame. Koji Fukada n'avait pas en tête un genre précis quand il a réalisé Love Life. Mais s'il devait donner une étiquette à son film, il le qualifierait de mélodrame. C'est un genre que j'aime particulièrement parce que toute la cruauté inhérente à la nature humaine s'y exprime. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie d'explorer et que j'apprécie par ailleurs quand j'en vois à l'écran. Parmi les mélodrames qui l'ont marqué, il y a La Rue Rouge de Fritz Lang et L'Ange Bleu de Joseph von Sternberg. Un jeu sur les distances. Le film repose sur un jeu de distance entre les personnages. Le cinéma est un art en 2 dimensions, il est donc difficile de donner une notion de profondeur ou de distance entre les personnages, explique Koji Fukada. Il s'est inspiré d'un entretien de Hayao Miyazaki à ce sujet. Il avait participé en tant que directeur artistique à Horus, Prince du Soleil, de Isao Takahata, et était en charge d'organiser l'espace. Il avait cartographié tous les lieux de l'action pour y placer ses personnages et il s'est rendu compte que les distances n'étaient absolument pas rendues à l'écran. Le réalisateur de Mon voisin Totoro a alors eu l'idée de marquer la distance entre les personnages sur un axe vertical et non horizontal afin de la rendre plus visible. C'est pour cela que Fukada a choisi un décor avec 2 barres d'immeubles qui se font face, où il y a la possibilité de faire aller et venir les personnages, mais aussi un rapport de distance entre le 4e étage de l'immeuble et la cour, ainsi qu'entre les 2 logements qui se font face, l'un élevé et l'autre au 1er étage. Représenter la surdité à l'écran. C'est en donnant des conférences pour un atelier destiné aux sourds et malentendants en 2018, organisé par l'International Deaf Film Festival de Tokyo, que Koji Fukada a eu l'idée du personnage de Park. Ce n'est qu'à ce moment-là, un peu tardivement je le reconnais, que j'ai réalisé que la langue des signes est une langue à part entière, au même titre que le japonais, l'anglais ou le français. C'est un langage qui fonctionne très bien à l'écran. Et alors, en plus d'être une langue particulière, c'est une langue qui n'est pas universelle. J'avais appris ça il y a pas longtemps. Enfin, je le savais peut-être déjà avant, mais on me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Quelqu'un qui parle la langue des signes en français ne va pas forcément se faire comprendre très facilement de quelqu'un qui parle la langue des signes en japonais. Plus tard, en écrivant le scénario de Love Life, il a eu l'idée d'utiliser la langue des signes pour injecter de la tension dans le triangle amoureux entre Taeko, Jiro et l'ex-mari de Taeko, avec l'idée d'une langue commune partagée uniquement par Taeko et son ex-mari. Cela permettait également d'élargir le champ des possibles d'un point de vue purement visuel et cinématographique, en prêtant une attention particulière aux expressions faciales des personnages. Par ailleurs, le cinéaste tient à souligner que la surdité de Park n'en fait pas pour autant un personnage à part, dénué de défauts. Je n'ai pas besoin d'inventer des histoires pour justifier les personnages entendants dans mes films, donc il en va de même pour les personnes sourdes. Et j'espère que ce film sera un pas vers l'acceptation de ce principe qui consiste à ne pas exiger de raisons particulières pour avoir des sourds dans les films. Ce serait déjà un grand pas en avant. À l'origine, Love Life devait se passer totalement en japonais. Au final, l'histoire est en japonais et en coréen et en langue des signes coréenne. Le langage est une notion chère à Koji Fukada qui utilisait déjà dans son film La Comédie humaine de 2008. Waouh, c'est si vieux que ça, La Comédie humaine. La citation suivante de Nietzsche. Est-ce que le langage nous rapproche ou nous éloigne? On a beau se parler, on a beau signer dans la même langue, on a beau avoir l'illusion de s'être compris. À un moment, je pense qu'en réalité, on est toujours seul face à nous-mêmes. Cette solitude fait vraiment partie intégrante de la nature humaine. Et il y a aussi parce qu'il parle qu'il aimait l'idée d'une langue commune partagée uniquement par Taeko et son ex-mari. Mais il y a aussi un autre jeu entre le mari actuel de Taeko et Park, qui est son ex-mari, où Jiro, donc le mari actuel, sait comment se lâcher vis-à-vis de l'ex-mari et sans que celui-ci ne le remarque, puisqu'il profite par exemple qu'il a le dos tourné pour lui parler et lui dire le fond de sa pensée,
chose qu'il ne dirait pas, parce on est quand même au Japon, donc il y a toujours cet esprit de retenue, de toujours donner une bonne vision de soi et tout, voilà, de garder ses sentiments un peu cachés. Et donc il y a ce jeu-là aussi qui est plutôt intéressant. En tout cas, très beau film. Les acteurs sont extraordinaires. Et voilà, ça peut rejoindre un peu, alors traité carrément différemment, mais le film du début, dont j'ai oublié le nom, avec le couple là qui fait une thérapie. Je retrouve ça. Le processus de paix, voilà, tout à fait. Mais enfin, c'est traité complètement différent. Oui, non, bon, c'est abusé de faire un parallèle entre les deux. Mais voilà, on est dans le couple et comment la disparition de l'enfant va amener à faire poser plein de questions. Et l'élément perturbateur de l'ancien mari qui revient. Donc vraiment très très bien fait. Alors contrairement à beaucoup de films japonais, il n'est pas lent. Il est plutôt bien mené en rythme. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le voir. Alors là, on arrive sur un film quand même très particulier. On est entre le documentaire, la comédie, l'animation. C'est un peu un mix de tout ça. Avec ce cher Marcel, le coquillage avec ses chaussures, dont on regarde la bande-annonce. Je fais un petit documentaire que je vais publier en ligne. C'est comme un film, sauf qu'on n'a pas de réplique et qu'on sait pas vraiment ce que c'est quand on est en train de le faire. Alors dis-moi, elle est comment la vie en ce moment? Tu sais, on dit souvent qu'il faut au moins 20 coquillages pour former une communauté. On n'est plus que 2 maintenant. Il y a moi et il y a ma grand-mère, mamie Connie. Ces derniers jours, je me suis demandé ce que ma famille en penserait. Tu penses qu'ils sont quelque part? Il est grand temps que tu arrêtes d'avoir peur. Lance-toi dans cette aventure. J'y vais. Salut tout le monde, c'est Marcel. J'enregistre ce petit message parce que j'essaie de retrouver ma famille. Il y en a forcément plein d'autres comme moi. Allez, tu viens, Marcel? Voilà, quand même un petit peu un ovni ce film. Mais il est plutôt mignon. J'ai passé un bon moment devant. Ce petit personnage comme ça qui se raconte et qui recherche qui cherche une famille en fait. Alors, prix et nomination. Marcel le coquillage avec ses chaussures a été nommé à l'Oscar, au Golden Globe et au BAFTA du meilleur film d'animation en 2023. Un titre que le film a remporté au Saturn's Award et au Satellite Award. Le petit personnage de Marcel le coquillage est né de l'imagination de Dawn Fleischer-Camp et de l'humoriste, autrice et actrice Jenny Slate. Il fait sensation sur Internet dès son apparition dans une vidéo sur YouTube début 2010. Suivront ensuite 2 autres courts-métrages en ligne en 2011 et 2014. Et une série de livres à succès, il est désormais le héros d'un long-métrage mêlant live action et stop motion. Et d'ailleurs, quand même, le travail du stop motion sur le personnage de Marcel est quand même, moi je trouve, on le voit dans la bande-annonce, extraordinaire. Le personnage de Marcel est d'abord né à travers sa voix, trouvée par l'actrice Jenny Slate lors d'un mariage auquel elle a été invitée avec Dean Fleischer-Camp. Comme nous étions tous les deux fauchés, nous partagions une chambre d'hôtel avec 4 autres personnes. En réaction à ce sentiment d'exiguïté, pour plaisanter, j'ai commencé à parler avec ce petit voix fluette qui sortait de ma bouche sans effort. Plus tard, pour les besoins d'un court-métrage qu'il devait réaliser en urgence pour le spectacle d'un ami, Fleischer-Camp a conçu autour de cette voix Marcel. Il a acheté une coquille d'escargot, de la pâte à modeler et un œil en plastique. À
trouvé des chaussures issues d'un coffret de Polly Pocket de contrefaçon dans une épicerie du coin. Et tout cela pour 6 $. Il a ensuite écrit des répliques avec Jenny Slate, puis animé et monté le film en 48 heures. Isabella Rossellini prête sa voix à Nana, la grand-mère de Marcel. Jenny Slate déclare à son sujet « C'est un vrai génie et elle est diplômée en éthologie. Sa voix est sublime, mélodieuse. Elle a un accent. Bonsoir, j'ai eu une pub pour Transformers, au moins c'est dans le thème. Bonjour The Game, comment vas-tu? Mais je sais pas pourquoi il y a des pubs comme ça au début des lives. Je me demandais ce qu'il n'y en ait pas, mais je crois qu'on n'a pas le choix en fait. Je sais plus où j'en étais. Elle était partante pour le faire. Elle est hyper forte en impro, très sûre d'elle, intelligente et curieuse. On n'y croyait pas trop. Et en fait, elle a dit oui. Lorsque Marcel est devenu un phénomène viral, Don Fleischer-Camp a reçu de nombreuses propositions pour porter son personnage sur grand écran, mais a tenu à réaliser le film. On peut plus les couper. Ouais, c'est ça. Bah écoute. Du moment que c'est pas trop long. Puis là, en plus, Twitch veut toujours plus, on est d'accord. A reçu de nombreuses propositions pour porter son personnage sur grand écran, mais a tenu à réaliser le film de façon indépendante. Oui, je pense qu'il a bien fait, parce qu'autrement, il n'aurait pas eu la maîtrise de son film. Le pire des sacrilèges envers les fans aurait été de produire une adaptation lisse de studio. Si on décidait de développer le monde de Marcel, il était de notre responsabilité de le faire correctement. Selon moi, cela impliquait de placer la barre très haut, en visant un degré d'honnêteté, d'authenticité et de richesse émotionnelle qu'on trouve rarement dans les films d'animation. Je connais des streamers aussi qui veulent toujours plus avec des points de chaîne. Non, ça te dit quelque chose certainement aussi. Allez, film suivant. La nuit du verre d'eau. Un très beau film libanais dont on regarde la bande-annonce. C'est la première fois que je viens au Liban. Quel beau pays. ماما ليش في حرب؟ منذ شهر أيار بدأت المعارك في المدن اللبنانية الكبرى. Avec les musulmans, l'islam c'est avant tout. Et avant les Liban même. ومحسن خلاص مش متحمل بقى هالحكي ونظرتكم للدنيا على الإسلام هالأحكام المسبقة. امبارح بالليل قاعدة كل الليل هي ونايمة جام نموت. ندى موتيني ندى ما خصك شو بقرا. Tu t'es mariée à quel âge? 17 ans. عم تحلمي أنا مش للبيع. شو يعني؟ ماشي حياتي. الدوتا تبع الشيء مش أقل من 10,000 ليرة حتكون. Tu sais, moi je me suis mariée 3 fois. On a voyagé dans le monde entier. J'aimerais bien voyager moi. شو عملت اليوم؟ أنت تركتينا اليوم. بتعرفي انك حبيبة قلبي، انت حبيبة عمري، انت يا حياتي. احنا ما بدنا نعمل مثلك ليلى، بدنا نعيش حياتك. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui emporte chaque jour tout le bien, tout le mal. Avec l'eau l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu. 10 000 livres, effectivement, ça fait de quoi lire. Ça fait une belle bibliothèque quand même. Là, tu commences à attaquer quelque chose de sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Naissance du projet. L'histoire de la nuit du verre d'eau vient des origines de Carlos Shahin. Le réalisateur a quitté le Liban en 1975 à cause de la guerre sans avoir choisi. Pendant très longtemps, il a cherché sa place. Il se rappelle, j'avais un sentiment de frustration permanente jusqu'au jour où je suis retourné au Liban. J'ai redécouvert ma terre natale et j'ai compris que si je n'avais pas complètement trouvé ma place en France, c'était à cause de cette sensation d'exil qui bouillait en moi et que je n'avais jamais identifié auparavant. Je ne me rendais pas compte de la puissance de ce mot, exil. Seul le cinéma m'a permis de raconter cela et de délivrer ma version de ce que c'est d'appartenir à une autre région du monde que celle où l'on vit.
Ça pourrait, mais non, tu verras la signification, bah on va attaquer ça maintenant. C'est tout autre chose. Signification du titre, mais c'est vrai que ça pourrait. Cette formule provient de l'enfance de Carlos Shane, qu'il résume par la nuit du verre d'eau ou ma nuit du verre d'eau. Lorsqu'il appelait sa mère en pleine nuit et lui demandait un verre d'eau, ça vient de là, ce souvenir de l'enfance, dans cette région du monde. Dans ce milieu chrétien, bien que je sois complètement athée, je viens de là. La nuit du verre d'eau, c'est un rappel de ces univers ritualisés de cette société féodale libanaise et tout ce qui en découle, la place des femmes et la façon dont rien ne semble changer. Mais du coup, c'est pas là qu'il explique. Parce qu'en fait, il appelait sa mère pour avoir un verre d'eau, et sa mère lui a appelé le verre d'eau, d'où la nuit du verre d'eau. Je sais plus où c'est que j'avais lu ça, c'est peut-être sur une interview plus poussée. Paysage au centre, Carlos Shane a voulu que les paysages de cette vallée dite sainte soient aussi importants que les personnages du film. On est en Orient, au Liban, cette région du monde est le berceau des religions, c'est un lieu de tragédie pas très loin de la Grèce. Cette vallée sainte était connue comme le refuge des persécutés, religieux ou autres, à cause de ce relief inaccessible et escarpé. Quand j'étais enfant, j'y passais mes étés, c'est un endroit qui m'attirait et me terrorisait en même temps. Il résonnait comme une gigantesque faille dans les entrailles de la terre, une faille où il n'y a pas d'issue. C'est un peu comme l'origine du monde, le sexe d'une femme dont on pourrait s'extraire. C'est un piège avec toutes ses superstitions, sa cruauté et sa beauté. Carlos Shane est le directeur de la photographie. Thomas Bataille savait qu'il y avait 3 éléments à privilégier en matière d'image, la mer, le fils et la vallée. Le cinéaste précise, en ce qui concerne la vallée, il fallait la filmer comme si cette vallée était non pas enchantée, mais possédée par des esprits qui agissent sur les hommes, comme dans la tragédie grecque, les dieux influent sur les personnages qu'ils encerclent, et il n'y a pas d'échappée à ça, c'est le destin, le mektoub. La vallée, c'est ça, c'est ce qui est écrit. L'objet du désir de l'héroïne est incarné par Pierre Rochefort. Carlos Shane explique pourquoi il a choisi un comédien au physique d'homme doux. Je ne voulais pas que ce soit un personnage ouvertement sexuel au sens macho du terme. Oui, puis ça aurait trop rappelé les hommes du village, c'est vrai que ça aurait pas été intelligent. L'héroïne du film voit en lui un corps étranger, aimable et non hostile. Cet homme adulte qui possède d'autres codes que les codes masculins orientaux est peut-être une réponse à une angoisse permanente qui la taraude. Désirer cet homme, pour elle, n'est pas tant une pulsion sexuelle qu'un voyage. Le couple du film est tout à fait classique de cette société libanaise, un homme riche, bien élevé, sympathique, qui aime son épouse, et face à lui, une jeune fille qui n'a pas d'autre choix que de dire oui quand on la marie. Carlos Shane note, elle n'a jamais pensé que son destin pouvait être autre. C'est un couple libanais typique de cette époque-là, envié de tous. Elle est belle et se meut avec une touche de fausse liberté. C'est la seule femme qui conduit, donc elle est relativement moderne, mais ce sont les hommes qui décident de son destin. Son père, son mari et son fils. Pourquoi la révolution de 1958 ? Carlos Shane a décidé de situer l'action de la nuit du verre d'eau pendant la révolution de 58. Le Liban était un très jeune pays, la République ne datait que de 43. Le réalisateur ajoute « On est sorti de cette révolution de 58 en pensant que le Liban allait devenir le plus beau pays du monde. Je voulais que le film se passe à ce moment-là précisément pour cristalliser les émotions de mes personnages. Les filles de la famille du film ont fui la ville pour se réfugier dans ce village caché. Excusez-moi. Un endroit haut, isolé de tout avec les échos au loin de la guerre. Dans des périodes instables comme celle-là, les barrières des comportements stéréotypés se fragilisent. On ose des choses qu'on n'oserait pas dans d'autres temps. » Voilà donc pour La nuit du verre d'eau, qui est un très très beau film. Vraiment, si vous avez l'occasion, ça aborde le féminisme d'un point de vue qu'on voit peu souvent. Donc vraiment, courez-y. Allez, on va attaquer le dernier film de cette semaine, du 14 juin. Fifi, petite comédie dont on regarde la bande-annonce. Fifi, fais nous ramener des bières, s'il te plaît. Eh, je suis pas ta bonne, hein, t'as des jambes. Oh, Fifi, lâche ta claque ou quoi? Regarde-moi là, celle-là. Pourquoi t'écris pas pute directement sur ton front? Mais qu'est-ce que ça, toi, pourquoi tu m'agresses?
Putain, maman, mais tu peux pas t'habiller comme tout le monde? Je descends les poubelles, je vais pas au bal. Ah, salut! On part en vacances, on s'en va là. Bah tiens, c'est un verre à ta copine. T'es qui, toi? C'est bon, j'ai rien cassé, j'ai rien volé, y a qu'oublié ça. C'est toi qui bois de l'accro ou... T'es où, toi, en ce moment? J'ai trouvé un petit boulot. Ah ouais? Tiens, salut. Ça marche pour toi au collège? Dès que je suis en cours, j'ai envie d'être ailleurs. Où ça, par exemple? Je sais pas, n'importe où. C'était pas bien ta soirée? Il y a des amis qu'on trouve changés, on le regrette un peu. Et d'autres qui sont restés les mêmes. C'est pas forcément mieux, en fait. Tu joues bien? Je suis une vraie bille, mais tu peux pas t'en rendre compte. Si jamais je viens à Paris, je pourrais venir te voir. Mais t'as 15 ans, Sophie. Rien que de le dire, ça me paraît clair. J'ai de la chance d'avoir un copain comme ça. Voilà donc. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Puisé dans ses souvenirs, le scénario de Fifi est fortement inspiré par des souvenirs personnels d'enfance et d'adolescence de la réalisatrice Jeanne Aslan qui a grandi en Lorraine. Elle se rappelle: j'avais envie de restituer l'ambiance particulière du quartier où j'ai grandi. Un quartier HLM qui n'a rien à voir avec ceux que l'on voit dans les médias. Il en existe d'ailleurs des milliers des cités de ce genre, au fond assez tranquilles, voire désolées, où les problèmes sont surtout d'ordre financier. Mais Fifi, ce n'est pas vraiment moi, et sa famille n'est pas exactement la mienne. D'ailleurs, moi je suis d'origine turque, mais mon quotidien était celui de tous ceux qui vivaient là. Nous étions plusieurs familles avec une fratrie de 6 ou 7 gosses, avec tout ce que ça suppose de promiscuité, de problèmes, etc. Fifi et sa famille sont au fond un mélange de nous tous. Je voulais avec ce film parler d'une jeune fille qui a grandi dans une famille chaotique et déstructurée et qui elle-même se laisse aller malgré des capacités évidentes. Ensuite est venue l'idée d'une rencontre avec un garçon très différent d'elle et de son milieu social qui va lui permettre d'élargir son horizon. Il y avait cette envie de dépeindre cette adolescence particulière et une rencontre un peu magique qui viendrait ouvrir une brèche dans son quotidien. Le HLM devait être crédible et la maison de Stéphane ne devait pas se contenter de refléter un intérieur bourgeois. Pour le HLM, nous avons trouvé exactement celui dans lequel on se projetait, ça nous a beaucoup aidé, nous, dans notre mise en scène, mais aussi les comédiens, la circulation que l'agencement des pièces suppose quand on est nombreux, le nombre de lits par pièce, etc. Comme on ne voulait pas insister sur les différences de milieu, il fallait que les décors parlent d'eux-mêmes. Il fallait aussi qu'ils soient plaisants d'une façon ou d'une autre, parce que les 2 tiers du film se passent en intérieur. Pour le décor de chez Stéphane, on voyait plutôt quelque chose d'assez moderne, d'une modernité classique, type construction des années 60. On a eu la chance de trouver cette maison d'architecte dans le style Alvar Aalto, avec beaucoup de lumière, mais aussi des demi-niveaux et une petite coursive. L'appartement de Sophie ressemble à un labyrinthe alors que le pavillon des parents de Stéphane est tout en ligne droite et angle droit. Jeanne Aslan et Paul Saint-Yon précisent: ce qu'on ne voit pas, c'est à quel point en HLM, les plafonds sont bas, les volumes des pièces sont réduits, alors quand une famille de 9 personnes vit dans le même appartement, ça fait énormément de bordel tout de suite. On a travaillé sur cet effet de saturation de l'espace avec notre décoratrice Marie Gros-Didier, en insistant sur la pagaille, les armoires branlantes, plus que sur la présupposée laideur des lieux. Chez Stéphane, en revanche, tout est clair et lumineux et agencé de manière harmonieuse. Au moment où l'on a choisi le choix de Céleste Bruniquel, au moment où on l'a choisi, nous n'avions pas vu Les Éblouis et la série En Thérapie n'avait pas encore été diffusée, mais Céleste a une telle présence qu'elle s'est imposée à nous. Dès qu'on a vu ses essais filmés, il n'y a pas eu la moindre hésitation. Non seulement elle correspondait au rôle, mais elle avait une proximité naturelle avec Fifi. Elle l'a incarnée avec un plaisir et une intensité qui nous ont impressionnés. Qui pour Stéphane? Lorsque Quentin Dolmer a accepté le rôle, sa présence n'a cessé d'influencer sur le personnage et le scénario.
et d'acquérir toujours plus de profondeur. Jeanne Aslan et Paul scintillent en notes. Le personnage de Stéphane a bénéficié de sa grande singularité et de cette voix si particulière. Dans certaines répliques, on avait parfois l'impression d'entendre Charles Denner, un acteur qu'on aime beaucoup. Quentin apporte une étrangeté et un charme qui arrive à rendre n'importe quelle scène intéressante. Même quand les personnes collent des timbres sur des enveloppes, il a aussi une certaine fragilité. Il a aussi apporté une certaine fragilité au personnage. Enfin, Quentin comme Céleste ont en commun d'être parfois très beaux, mais pas tout le temps. Cette mobilité dans leur physionomie les rend passionnants à filmer et à regarder. Et voilà qu'on arrive à la fin de la présentation de ces films, enfin des sorties des films de cette semaine. Il n'y avait pas beaucoup de films finalement. C'est déjà fini. Oui, ça fait quand même 1h30. Alors, qui est-ce qu'on a en live éventuellement? Est-ce que je vous envoie chez quelqu'un? On est combien? On est deux. On est deux. Et bah, je vais vous envoyer chez Monsieur Aki. Il était pas là hier soir, mais il est là ce soir. Hop. Voilà, j'espère qu'il y a des films qui vous auront, des présentations qui vous auront donné envie. Je ne sais plus parler. Donc, voilà, j'espère que ça vous irez les voir si ça vous a donné envie. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour les sorties du coup de la semaine du 21 juin. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, n'oubliez pas d'aller au cinéma. Ciao.